comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce qu'a fait Pixar pour vos propres business et comment moi je m'en suis inspiré depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est le principe des Brain Trust de Pixar. Eux, ils font ça sur 3 à 6 mois avec une réunion mensuelle, etc. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire quand je me suis lancé en freelance. Quand vous êtes freelance, quand vous êtes solo, personne nous challenge sur « Ah ok, qu'est-ce que tu as appris de différent? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Comment tu avances sur tel objectif ?» Parce qu'en fait, vous pouvez vous raconter n'importe quoi, vous êtes juste entre vous. Vous êtes à la fois le stratège où vous fixez vos objectifs, mais vous êtes aussi le technicien qui va les résoudre. Donc vous pouvez toujours filouter, vous avancez plus vite et vous avez nécessairement plus de résultats, donc ça c'est cool. C'est aussi un super accélérateur de connaissances. Ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mémo. Mémo, c'est un format brut et en solo. Et tout ce qu'on va se raconter, ça se passe entre vous et moi. Au programme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? 3 petits mémos. Le premier, c'est, je vous avais promis d'en parler, donc je vous en parle aujourd'hui sur le Brain Trust de Pixar. On m'a fait un petit retour sur ma prononciation anglophone. Ouais, je suis pas le meilleur sur l'accent, mais vous le comprenez. Donc, le Brain Trust de Pixar, je vous expliquerai ce que ça veut dire, notamment sur des groupes de responsabilité. Comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce qu'a fait Pixar pour vos propres business et comment moi je m'en suis inspiré depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Deuxième point, c'est pourquoi est-ce que les top experts ne sont pas les meilleurs freelances. Je développerai un peu ma thèse là-dessus. Et puis, dernier point sur l'impertinence utile. J'aurais pu appeler ça l'éléphant dans la pièce aussi. Je développerai un peu cette idée-là derrière et puis ensuite on passera. J'ai 2 petites recos pour vous aujourd'hui. J'ai un bouquin et un nouveau mot de vocabulaire. Notamment japonais, je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi ça. J'ai vu ça sur LinkedIn et j'ai trouvé ça très chouette. Donc sur le premier sujet, j'en ai un petit peu parlé dans le dernier épisode Mémo. J'en ai aussi parlé avec Alexis Chevalier parce que ça c'est un truc qui a eu un énorme effet pour moi. C'est ce que, alors certains appellent ça des masterminds, d'autres des groupes de confiance, des groupes de travail, des groupes de responsabilité. Par exemple, nous dans le bootcamp, on parle de groupes de responsabilité. Donc au sein de la promotion de 30 personnes, on fait des groupes de 3, 4, voire 5 personnes grand max, qui sont des groupes de responsabilité et sur lesquels en fait ils s'engagent mutuellement sur des objectifs à atteindre, un suivi hebdomadaire, etc. Donc l'idée de ces groupes-là, et donc c'est aussi l'idée du Brain Trust de Pixar, eh bien c'est de s'engager auprès de gens qu'on respecte pour tenir ses propres engagements, ses propres objectifs. Et ça a un effet qui est énorme, c'est que ça vous permet aussi de rester motivé et de vous forcer à avancer nécessairement d'une session à une autre, puisque si vous faites une session la semaine 1, la semaine 2, quand vous vous revoyez, en fait, vous avez qu'une envie, c'est d'avoir avancé et d'avoir des trucs à raconter et des trucs sur lesquels discuter. Donc ça, c'est un peu l'idée de se dire, je suis pas seul face à mes objectifs et j'ai quelqu'un qui compte sur moi pour le ou la mettre à jour sur mes objectifs. Donc c'est le principe des groupes de responsabilité et c'est le principe des Brain Trust de Pixar. D'ailleurs, je vous ai pris une petite citation du livre Creativity Inc. que je suis en train de lire, qui parle justement de ça. Et donc ils disent « Le Brain Trust, qui se réunit tous les 2 ou 3 mois pour évaluer chaque film que nous faisons, est notre principal système de distribution pour parler sans détour. Son principe est simple, rassembler des gens intelligents et passionnés dans une pièce, les charger d'identifier et de résoudre les problèmes et les encourager à être francs les uns avec les autres. Le Brain Trust regarde une version du film et discute sur ce qui ne sonne pas vrai, ce qui pourrait être mieux, ce qui ne fonctionne pas du tout. En particulier, ils ne prévoient pas comment résoudre les problèmes qu'ils diagnostiquent, ils testent les points faibles, ils font des suggestions, mais c'est au réalisateur de décider de la voie à suivre. Une nouvelle version du film est produite tous les 3 à 6 mois et le processus se répète. » Donc eux, ils font ça sur 3 à 6 mois avec une réunion mensuelle, etc. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire quand je me suis lancé en freelance. Donc je faisais ça, on était un plus gros groupe, on était 6 ou 7. Et donc généralement ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait un week-end on se passait 3-4 jours ensemble tous les 6 mois. Et après on se faisait un call mensuel. Et puis on bossait sur nos objectifs, etc. Et on avait un groupe WhatsApp. Donc c'était pas aussi structuré que ce que j'ai maintenant et ce dont je vais vous parler, mais c'était une première version, une première itération, d'avoir un petit groupe d'entrepreneurs dans lesquels on est plus ou moins dans le même délire, avec plus ou moins les mêmes ambitions. Et donc l'idée c'était de comment est-ce qu'on se tire vers le haut les uns les autres. Il se trouve que ce groupe-là, 5-6 personnes, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué de prendre du temps avec 5-6 personnes pour travailler des problématiques de fond. Et donc au fur et à mesure, ça s'est un petit peu tassé. Et donc on a un petit peu tous lâché ça et parti chacun de notre côté. Et il y a quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans, je rencontre moi Shubham Sharma, qui est une excellente chaîne YouTube que je vous recommande souvent d'ailleurs, avec qui on lance, même 2 ans et demi, avec qui on lance un groupe un peu plus structuré,
Et on est à ce moment-là 4 personnes qu'on tient pendant un an, où on avait des problématiques notamment sur la partie contenu exclusivement. On voulait bosser, on voulait être de meilleurs créateurs de contenu, donc Shubham par exemple sur YouTube, moi sur la partie podcast, LinkedIn, etc., format court et format long. Et puis on avait d'autres personnes qui étaient sur des problématiques aussi créatives. Il y avait du YouTube, il y avait aussi l'Instagram. Ce groupe-là, on l'a tenu pendant un peu plus d'1 an, et puis après chacun avait des objectifs et des ambitions différentes, et donc on s'est dit on a fait le tour et on a trouvé ce qu'on était venu chercher avec ce groupe-là. Du coup, partons chacun de notre côté pour que ça ne devienne plus une obligation. Et donc depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans maintenant, on a un autre groupe, donc toujours avec Shubham, avec qui ça fit vraiment bien, et on a embarqué Nina Ramen avec nous. Donc il y a une boîte qui s'appelle Ramène ta fraise, qui accompagne les femmes à prendre plus la parole sur Internet. Et ce qui est très très chouette, c'est qu'on se réunit toutes les semaines. Donc généralement, c'est tous les mardis à heure fixe, donc à 17h. Donc d'ici 1h30, je vais les retrouver. Et donc l'idée, c'est, on est responsables les uns des autres sur notre état d'avancement. Donc tout le monde connaît les objectifs de chacun, connaît les sujets sur lesquels il doit travailler, connaît les problématiques un peu plus profondes de chaque business. Et donc on se fait une réunion toutes les semaines d'1 heure, voire 1h15, dans lequel à chaque fois c'est toujours le même format, petite prise de température pendant 15 minutes, et ensuite on fait 1 à 2 hot seats. Les hot seats, c'est quoi? C'est une personne, et donc on tourne, partage une problématique, et donc les 2 autres personnes sont plutôt en mode consultant / mentoring pour questionner la personne, lui poser des questions, lui donner matière à réfléchir, et potentiellement aussi se mettre à sa place et se dire tiens, qu'est-ce que je ferais à sa place si j'étais en train de vivre cette problématique-là, avec l'expérience que j'ai moi, ma vision du business, etc. Donc ça marche hyper bien pour plein de raisons. Déjà parce que on a souvent tendance à comparer notre intérieur, donc ce qui se passe dans notre business, avec l'extérieur des autres, c'est-à-dire ce qu'on voit sur Internet. Et généralement, moi j'essaie d'être le plus transparent possible, mais forcément, il y a plein de trucs qui n'ont pas forcément leur place dans des formats que je suis en train de créer, et donc j'en parle pas nécessairement. Et donc en fait, le risque, c'est de comparer toutes les merdes et les trucs un peu galères qui se passent dans votre business avec toutes les réussites et ce que les gens mettent en avant dans leur contenu, parce qu'il y a un enjeu marketing. Donc en fait, ça crée une dissonance cognitive qui peut démotiver tout le monde. L'avantage de ces groupes-là, c'est que ça décomplexe, parce que ça décomplexe, parce que globalement on compare notre intérieur avec ceux des autres sans aucune rétention d'informations. Pour le coup, moi j'ai partagé des choses, et Shubham et Nina m'ont partagé des choses qu'on n'a pas forcément partagé avec personne d'autre, et encore moins en public. Et ça nous aide vachement de se dire en fait on crée un safe place, on crée un endroit qui est sur lequel on sait que on va être entendu, on va être écouté, on va être compris. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que avec ces groupes-là, moi j'aime bien aller chercher la contradiction. Donc on a des business qui sont à la fois similaires mais aussi différents. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de maturité assez différents, mais on a aussi des produits différents. Alors avec Nina, on se ressemble peut-être le plus sur les produits. C'est-à-dire que Nina fait beaucoup de bootcamp, Shubham fait de la formation hybride avec de l'asynchrone et du live, et moi je fais à la fois des bootcamps et de la formation asynchrone. Donc je suis un peu entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a parfois sur des sujets, notamment je pense à la partie équipe, recrutement, des visions qui sont un peu contradictoires, et c'est vachement intéressant parce que du coup on entend d'autres sons de cloche, on entend une autre vision, on entend d'autres sensibilités, donc ça c'est vachement intéressant. Troisième point, c'est que la réalité, c'est qu'on avance beaucoup plus vite sur nos business respectifs, parce qu'on arrête les bêtises, on arrête de se raconter n'importe quoi, et le groupe est là pour nous mettre des petits taquets gentiment, bien évidemment, mais quand on est en train de se raconter des histoires et se trouver des excuses pour pas avancer sur tel et tel sujet sur lequel on s'était engagé avec le groupe. Donc ça, c'est très cool, et du coup forcément ça donne aussi beaucoup plus confiance dans ce que vous faites, parce que vous voyez que les problématiques que vous avez, et bien d'autres les partagent, 2, vous avancez plus vite et vous avez nécessairement plus de résultats, donc ça c'est cool. Et puis le dernier point, c'est que c'est aussi un super accélérateur de connaissances, parce que Shubham, Nina comme moi, on rencontre et on discute avec plein de gens toutes les semaines, et donc en fait on se partage aussi le genre d'informations qu'on peut parfois avoir, mais donc forcément on démultiplie la connaissance qu'on a entre nous, et ça c'est très très cool. Et voilà pourquoi est-ce que ça, je trouve que c'est un truc qui est vachement intéressant, parce que quand vous êtes freelance, quand vous êtes solo, en fait on n'a plus le petit chit-chat où on discute un peu de nos sujets, nos problématiques du moment, etc. Parce que personne nous challenge sur ok, qu'est-ce que tu as appris de différent, qu'est-ce que tu as appris de nouveau, comment tu avances sur tel objectif, parce qu'en fait vous pouvez vous raconter n'importe quoi, vous êtes juste entre vous. C'est-à-dire que vous êtes à la fois le stratège où vous fixez vos objectifs, mais vous êtes aussi le technicien qui va les résoudre. Donc vous pouvez toujours filouter et arranger vos objectifs comme vous voulez a posteriori, en mode non mais
j'étais été un peu ambitieux là-dessus, je vais le revoir et donc en fin de trimestre, je me suis dit, ah non, mais je l'ai quand même atteint, c'est juste que j'étais un peu trop ambitieux. Là, le fait de le partager à d'autres personnes qui sont en dehors de votre business, eh bien ça rend le truc un peu plus concret et sur lequel vous pouvez pas trop filouter. Et ça, je considère que c'est très très bien et c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'entendre d'autres sons de cloche et ça marche pour 2 raisons selon moi. Et c'est aussi le cas d'ailleurs chez Pixar, il le dit pas ouvertement, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris dans le bouquin, c'est que ce Brain Trust là, ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui sont pertinentes pour les aider sur la problématique de narration, de storytelling, est-ce que les scènes s'enchaînent bien dans le film. Donc ça c'est extrêmement important. Et par exemple dans mon groupe de responsabilité avec Nina et Shubham, bah, c'est le même principe. C'est que ce sont des personnes pertinentes parce que elles font du business sur internet, elles créent du contenu, elles ont des équipes réduites. Et globalement, elles ont fait de l'argent et on est plus ou moins au même niveau de maturité business. Donc en fait, je suis avec des personnes en qui j'ai confiance et leur parole, je la prends en compte parce qu'elle est importante pour moi. Et le deuxième argument, à mon avis, qui fait que ça fonctionne, et ça c'est un truc qui est intéressant parce que Pixar joue beaucoup là-dessus, c'est que ce groupe-là n'a aucune autorité, par exemple, sur le réalisateur du film chez Pixar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réalisateur qui pousse son film et qui veut prendre des retours, il a aucune obligation de suivre les recommandations qui sont faites par le groupe. Et donc c'est pareil pour nous. C'est pas parce que Shubham et Nina me disent en fait tu devrais faire plutôt que de faire A, tu devrais faire B et ensuite tu pourrais faire D, E. Eh bien, c'est pas parce qu'ils me disent ça que je suis obligé de les suivre. Et donc ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, à la différence d'un manager, quand vous étiez en entreprise, qui vous dit, en fait, tu devrais faire ci, ça et ça, et t'as pas vraiment le choix parce que sinon tu te fais un peu défoncer. L'avantage d'un Brain Trust et d'un groupe de responsabilité à part, c'est que t'as pas non plus l'obligation de suivre les recommandations. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver ces personnes-là. Parce que là, vous allez me dire, ok, t'es gentil Alexis, mais toi, t'as ton groupe, c'est facile, t'as identifié des créateurs qui sont aussi visibles, etc. Comment tu peux trouver ce genre de profil? Pour moi, il y a 4 manières d'aller identifier des personnes qui sont pertinentes. Et finalement, aller trouver 2-3 personnes, c'est pas non plus la mer à boire. Moi, je vous conseille d'avoir un groupe de 3-4 personnes grand max. Je pense que ça permet de faire tourner la parole, de faire circuler l'information plus facilement. Le premier point, c'est, normalement, j'espère pour vous en tout cas, que vous continuez de vous former d'une main ou d'une autre. Et donc, dans les formations que vous pouvez suivre, moi, un truc que j'ai beaucoup fait, c'est de repérer ceux qui sont les plus fins, ceux qui sont beaucoup plus à fond, qui partagent, qui commentent, qui interviennent s'il y a des lives ou qui sont sur un forum ou sur un fil d'actualité, sur un groupe, peu importe. Mais les gens qui sont un peu plus à fond que les autres, qui ont plus ou moins aussi les mêmes enjeux que vous, ça c'est extrêmement intéressant parce que potentiellement, si ces personnes-là suivent la même formation que vous, c'est 1, qui sont les mêmes enjeux que vous, 2, qui ont potentiellement les mêmes valeurs parce que au-delà de la formation et du contenu, ils suivent une ou un formateur et donc potentiellement partagent les mêmes valeurs et donc vous avez quand même de plus fortes chances que ça se passe bien. Si je reprends l'exemple des bootcamps avec les groupes de responsabilité, la première promotion, elle date de 2021. Il y a encore des groupes de responsabilité qui se voient quasiment toutes les semaines depuis 2 ans et demi. Donc c'est pour vous dire que ça peut fonctionner au sein même d'une formation alors que de base, vous ne connaissez pas forcément. Le deuxième point, réfléchissez un peu à certaines personnes qui peuvent vous inspirer sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, peu importe, ou des personnes que vous écoutez sur des podcasts, mais j'insiste, qui sont pas si loin que vous. L'idée, c'est pas d'aller chercher des gens qui sont 10 fois plus avancés que vous. De raison, déjà, ça marchera pas parce que ces personnes-là, elles seront pas forcément intéressées de manière très transparente avec vous pour vous rejoindre parce que vous n'êtes pas assez avancé par rapport à eux. Et 2, c'est des gens qui sont probablement déjà sollicités ou qui ont probablement, en tout cas, c'est souvent le cas, ont déjà des groupes de responsabilité. Donc c'est de vous dire, des personnes qui sont soit un tout petit peu en dessous de moi, soit un tout petit peu au-dessus de moi, est-ce qu'elles pourraient être intéressées et de leur proposer un petit peu déjà d'échanger dans un premier temps et de voir s'il y a moyen de faire un petit groupe intéressant. Et puis le dernier point, c'est des rencontres lors d'événements, lors d'apéros, que ça soit dans votre région, localement, rendez-vous en ligne, peu importe. Ça c'est toujours cool d'y participer et de voir si ça peut matcher avec quelques personnes en jouant le jeu du networking, etc. dans ces événements-là. Vous pouvez aussi faire des rencontres qui sont intéressantes. Mon conseil là-dessus, c'est de ne pas prendre forcément des concurrents qui sont directs. Si vous êtes en freelance, pour moi, c'est beaucoup moins un sujet parce que le marché est très très grand, vous avez souvent des cibles qui sont différentes, même si vous faites le même métier. Par exemple, si vous êtes rédacteur et que vous avez envie d'échanger avec d'autres rédacteurs, il y a de fortes chances que vous ne vendiez pas le même type d'offre, que vous ne vendiez pas sur le même marché. La concurrence, c'est moins un sujet d'être avec des concurrents directs en freelance. Mais par exemple, sur mon business de formation, par exemple avec Tribu Indé qui adresse des freelances sur les compétences business, on est finalement assez peu à faire du business à notre échelle. Donc
je dirais à plus large échelle que de rester tout seul à vendre 5-10 formations par mois, où on a une échelle un peu plus haute. Et donc, parce qu'on est assez peu, moi je trouve en tout cas personnellement que c'est plus compliqué d'être avec des concurrents directs. Donc par exemple, Nina et Shubham ne sont pas du tout des concurrents directs, on a presque des offres qui sont complémentaires. Mais j'avais testé, et notamment dans le tout premier groupe dans lequel on était, on avait parfois des profils qui pouvaient être concurrents d'un point de vue externe. Et je me rendais compte que de manière inconsciente, il y avait des trucs qu'on se disait pas forcément par peur que les uns et les autres récupèrent les idées, etc. Et ça, c'est humain. Je veux dire, enfin, faut pas être naïf pour comprendre ça. Donc, si vous êtes en presta, c'est pas un sujet d'être avec des concurrents. Si vous êtes sur des business où il y a un peu moins de profils à votre échelle, et c'est le cas pour Tribu Indé, hein, finalement, ça paraît fou, mais on n'est pas si nombreux que ça à faire à notre échelle, enfin à l'échelle de Tribu Indé, ce genre de business là. Moi, je préfère être avec des gens qui sont pas du tout en concurrence directe avec moi. Voilà. Et un truc, de vous dire, mais est-ce que c'est une bonne personne ou pas? Tester en fait ces personnes-là. C'est quoi leur niveau de connaissance business? C'est quoi leurs références? C'est quoi leurs inspirations? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu? À quoi ressemble la structure de leur business? C'est quoi leurs objectifs? Moi, c'est des questions que je posais à chaque groupe que j'ai rejoint pour être sûr que c'était plus ou moins aligné avec ce que moi j'avais en tête ou ce que j'avais envie d'aller explorer. Ça peut être des sujets complètement différents des miens, mais il faut que j'ai conscientisé ça en amont, de me dire, ok, en fait, j'ai envie d'aller chercher quelqu'un qui pense à l'opposé de moi sur le business de la formation. Et donc, ça, c'est mon critère de sélection, et donc je vais chercher des gens qui sont dans cette mouvance-là. Et dernier truc, si vous sentez que vous stagnez avec un groupe, soyez ok de partir en fait. L'idée, c'est pas que ce groupe-là, ça soit un boulet pour vous, bien au contraire, ça doit être une motivation supplémentaire d'avancer vers vos objectifs. Le deuxième point que je me suis noté, c'est l'impertinence utile ou l'éléphant dans la pièce. Alors, si je voulais la jouer un peu plus intellectuelle, j'aurais pu appeler ça provocation progressiste. Mais ça fait trop intello pour moi. Mais l'idée, c'est de dire... C'est un constat que moi je me suis fait où parfois on n'ose pas dire les trucs ou montrer du doigt l'éléphant qu'il y a dans la pièce. Et pour plein de raisons. Parfois on n'a pas envie de paraître prétentieux, d'être trop sûr de soi, etc. Et aussi de froisser des gens, d'avoir peur de les vexer, de se friter avec des gens, etc. Donc c'est un peu différent de retour non sollicité, mais parfois moi je pense que le retour non sollicité, ça peut être une bonne vertu. Et la personne qui le comprend pas forcément, c'est pas forcément une personne avec qui moi j'ai envie d'évoluer personnellement. Mais une fois que j'ai dit ça, selon moi, si tu veux faire progresser les gens, et quand je dis les gens, c'est des pairs, mais ça peut être aussi des clients, selon moi, je pense qu'il faut être ok d'être parfois un peu dur avec les retours et les critiques qu'on peut faire. Même des trucs où on se dit non, mais on va pas l'embêter avec ça, c'est pas hyper important de lui dire ça, de lui faire tel retour. Je pense que c'est être malhonnête. Et je pense que parfois, il faut être dur avec les gens dans le sens où il faut les pousser à aller chercher le 9 sur 10 alors qu'ils se seraient contentés d'un 7 sur 10. Moi, je trouve que c'est toujours important de leur montrer qu'ils peuvent faire mieux. Et donc, par exemple, je vous prends plusieurs exemples. Le premier, c'est quand j'étais chez Crème de la Crème, qui est une des boîtes pour laquelle j'ai bossé en CDI, j'avoue que je challengeais souvent tout. Et je me souviens, quand on faisait les réunions d'équipe avec toute la boîte, etc., et que les fondateurs racontaient un peu le plan d'action, la vision, machin, en fait, je challengeais toujours le truc. Et pas juste pour faire mon intéressant et faire un peu le casse-couille, mais juste parce qu'en fait, je voulais vraiment comprendre la logique qu'il y avait derrière chaque décision qui était prise, sur pourquoi est-ce qu'on fait tel projet et pas celui-ci, c'était quoi la réflexion derrière pour nourrir ça. Et en fait, ça a plusieurs enjeux. Le premier, c'est juste d'être sûr que ça correspond à ma vision du truc et de dire est-ce que je suis toujours aligné avec cette équipe-là. Et deux, en fait, ça me permet d'apprendre mieux sur ok, quand tu es fondateur d'une boîte ou quand tu es client ou quand tu gères tel projet, voilà le type de réflexion que tu te fais, voilà les patterns communs, voilà les biais que tu as, etc. Et donc, en fait, j'apprenais par la même occasion par rapport aux réponses et aux réflexions que ces personnes-là faisaient. Le truc, c'est que souvent, quand vous challengez comme ça, parce que les gens ne sont pas habitués à se faire challenger, c'est une réalité, j'avais des réponses un peu bancales, parfois j'avais pas de réponse, ça bégayait un peu. Et la réalité, c'est que je disais souvent ce que tout le monde pensait tout bas. Et donc la réalité, c'est que dans un monde salarié, quand vous faites ça, tout le monde ne vous aime pas, et notamment tous les managers qui, eux, sont bien contents quand personne les challenge et que tout le monde dit oui, c'est très bien, magnifique ce que tu fais, ton plan il est fou, etc. Mais la réalité, c'est que je trouve que dans un monde entrepreneurial, ça marche pas tellement. Et donc, par exemple, aujourd'hui, que ça soit avec l'équipe réduite de Tribu Indé ou même mes propres clients, c'est-à-dire les participants du bootcamp, les participants du réacteur, d'autres produits en individuel, etc., je pense que parfois je suis peut-être un peu dur, voire un peu rude. Donc par exemple avec l'équipe, je dis quand les trucs vont pas, et surtout même quelque chose qui sur le papier paraît 100% bien et que la personne s'est donné, etc. J'essaie toujours de me dire ok, en fait tu vois, je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux sur tel et tel point, et j'essaie toujours de me dire comment est-ce que le produit fini est très cool, mais comment est-ce qu'on peut l'améliorer demain, comment est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut rajouter,
qu'est-ce qu'on peut faire différemment, qu'est-ce qui n'a pas été testé qu'on pourrait tester, etc. Et ça, c'est extrêmement important de le faire aussi pour vos propres clients. Pourquoi ? Parce que ça soit en prestation de service quand j'étais freelance ou aujourd'hui dans le bootcamp ou dans le réacteur, je brosse jamais mes clients dans le sens du poil. Et ça, c'est une règle que moi je me suis mise, qui est, c'est pas parce que des gens ont payé pour accéder à l'information dans le bootcamp, dans le réacteur, ou qui ont payé pour avoir une prestation de service délivrée par Alexis Minghella, que je dois dire le client est génial, c'est incroyable, il est vachement intelligent. Non, en fait, selon moi, je considère que les gens me payent pour se faire aussi un peu défoncer. Je mets des gros guillemets derrière ça, mais les gens me payent aussi pour se faire challenger, sortir de la zone de confort, se faire un peu bousculer, etc. Et donc, parce que c'est hyper facile de dire ouais, c'est génial ce que tu fais, bravo pour ton rendu, super ton doc, continue, c'est trop bien, let's go, lâche rien, etc. En vrai, c'est facile, ça évite des discussions, ça évite de justifier ses choix, etc. Et tout le monde pense être content, etc. Mais pour moi, on évite le challenge et ça fait pas progresser les gens. Et donc, ça fait pas non plus progresser les clients. Et donc, moi, je me dis toujours, ok, si un client m'envoie ce document-là, si un client me demande mon avis, etc., j'ai jamais hésité une seule fois à dire, bah ok, en fait, là, je pense que ce que tu fais, c'est pas la bonne strat. Là, pour moi, vous avez passé beaucoup de temps, l'équipe marketing, vous avez passé beaucoup de temps à faire ça, mais en fait, bien évidemment, ça marche pas pour telle et telle raison, et en fait, vous venez de perdre 3 mois, et c'est pas bien, et vous auriez dû faire comme ça, et maintenant, on va régler le problème, faites-moi confiance, etc. Donc, ça demande une prise de risque, parce que ça demande une certaine confiance de le faire, mais pour moi, le client, il vous paye aussi pour ça, il vous paye pas juste pour délivrer un service, envoyer vos 3 livrables, etc. Parfois, ça m'est souvent arrivé de faire des retours aussi non sollicités sur un périmètre d'action sur lequel le client ne me payait pas, mais que moi j'avais spoté et sur lequel je me sentais suffisamment pertinent pour lui faire un retour. Et ça, c'est fou parce que j'ai vu tellement de freelances qui disent oui à leurs clients pour pas se faire chier. Et j'en ai eu des discussions avec des freelances qui m'ont dit ouais, ça s'est pas bien passé avec ce client-là, mais en vrai je le savais dès le début, son brief il était pas clair, il a voulu prendre tel et tel sujet, ou il a voulu partir dans telle direction alors que moi je savais pertinemment que ça allait pas marcher. Et moi j'étais là en mode mais pourquoi tu lui as pas dit, pourquoi tu l'as pas stoppé au moment où il fallait le stopper, pourquoi t'as dit oui et t'as continué dans le truc. Et souvent la réponse de ces gens-là c'est non mais je voulais pas froisser le client, c'est quand même le client le client est roi, c'est lui qui décide, il m'a payé, j'exécute la prestation et basta, on n'en parle plus. Je vais pas passer du temps et m'épuiser à essayer de convaincre un client que ce qu'il est en train de me proposer et ce qu'il est en train de me dire est pas bon. Et moi je suis là en mode mais c'est justement pour ça que les gens te payent, c'est pour ça que les bons freelances on les paye cher, c'est pour que ils puissent nous challenger et nous dire bah en fait t'avais cette idée là préconçue, mais moi en fait c'est avec les 15 clients que j'ai vus juste avant toi, eh bien c'était pas la bonne manière de faire. Donc ça c'est extrêmement important, l'impertinence utile, il faut apprendre à être impertinent parce que ça vous sera toujours utile pour vos clients, vos partenaires, des prestataires avec lesquels vous bossez, etc. Et je sais que c'est parfois inconfortable. Je sais que parfois, je pense que certains clients ou partenaires ou copains business, on peut me dire mais pour qui tu te prends. Mais moi, c'est un peu ma ligne de conduite et je vous recommande d'être comme ça là-dessus. Donc l'impertinence utile ou spotter l'éléphant dans la pièce alors que tout le monde dit amen, que vous puissiez challenger aussi vos propres clients. C'est pas parce qu'ils vous payent encore une fois que vous êtes obligé de dire amen à tout. Le troisième point de mon mémo, c'est un peu ma thèse freelance, qui est de dire les plus experts sont de mauvais freelance. Alors attention à ce que je vais dire. Ne faites pas un post LinkedIn ou Instagram en disant ouais, Alexis a dit on n'a pas besoin d'être expert pour être freelance, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, il vous faut un minimum d'expertise, mais les plus experts et ceux qui vont chercher l'expertise à 100% sont vraiment des mauvais freelances. Pourquoi ? Je commencerai par une petite citation parce que ça fait toujours bien, de Charles Darwin, qui disait « Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui répond le mieux au changement. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, globalement, les experts sont toujours ultra omnibilés par leur statut de sachant. Ils veulent être les meilleurs dans leurs compétences, ils veulent être les meilleurs dans leurs compétences. Or, notre responsabilité en tant que freelance, /consultant, /prestataire de service, c'est pas simplement de délivrer la prestation pour laquelle notre client paye. Ça, c'est ce que la majorité des freelances, que moi j'appelle les freelances amateurs, pensent, c'est mon client me paye, je délivre une prestation. C'est un peu ce que je disais juste avant sur la précédente note. Pour moi, il y a 2 autres choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est l'écoute, et la deuxième chose, c'est la communication. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un bon freelance est un freelance qui sait écouter, qui sait créer, et qui sait communiquer. Écouter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de collecter la bonne information au bon moment pour savoir où votre client a besoin de vous, pourquoi il a besoin de vous et comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à sa problématique. Et ça se passe à la fois en avant-vente, mais ça se passe aussi durant la mission et surtout après la mission pour aller vendre probablement par exemple une autre prestation.
Ensuite, on a la partie créer. Donc là, c'est d'utiliser vos compétences et votre expertise pour proposer une solution à un besoin que vous avez identifié dans la phase d'écoute. Et enfin, le troisième point, c'est la partie communication. C'est d'expliquer aussi au client pourquoi est-ce que vous faites tel ou tel choix à tel moment, comment tout ça fonctionne, pourquoi est-ce que les présupposés que votre client avait sont pas les bons et vous êtes en train de lui expliquer pourquoi est-ce que c'est pas la bonne chose à faire et vous prenez votre rôle d'expert. Et donc vous comprenez avec ça que délivrer la prestation n'est qu'une toute petite partie d'un bon freelance et d'un bon consultant. Et le problème des experts, c'est qu'ils sont focalisés que sur la partie créée, mais l'écoute et la communication, on s'en balèque un petit peu, quoi. Globalement, c'est un peu ça. Ils pensent on doit leur faire confiance, que c'est eux les sachants et pas le client, que le client fait appel à eux parce que c'est les sachants. Et donc ils se disent ok, moi je me concentre sur la création. Le client il va pas me faire chier à me poser tout le temps des questions. Les deadlines, en fait je préfère faire un bon craft, un bon livrable quitte à dépasser des deadlines, etc. C'est terrible parce que on pense que le client, une fois qu'il a payé, doit nous laisser tranquille pour avancer sur nos sujets. Donc c'est le syndrome de l'expert, syndrome de l'artiste. Et ça, c'est terrible parce que c'est au moment où le client se pose des questions sur mais putain, où est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce que j'ai pas de retour. En fait, à partir du moment où votre client commence à vous poser des questions, j'ai envie de vous dire c'est trop tard. C'est que vous n'avez pas fait votre job de communication. Moi, je me suis toujours dit, mieux vous saouler le client en communiquant beaucoup plus sur votre avancée, sur ok, j'ai avancé là-dessus aujourd'hui, je fais ça cette semaine, etc. Plutôt que de rien dire et d'attendre que le client se pose des questions. Parce que là, honnêtement, vous avez perdu une partie de la relation. Et par exemple, je vous prends un exemple très concret. J'ai la chance et l'occasion d'avoir suffisamment d'argent avec Tribu 1D pour travailler avec des prestataires et pas tout faire moi-même. Je vais vous faire une confidence. Moi, je ne cherche pas du tout à bosser avec les meilleurs freelances, c'est-à-dire les plus experts dans leur domaine. Bien évidemment, j'ai un seuil d'expertise minimum avec lequel j'ai envie de travailler, mais je ne cherche pas absolument à aller chercher le plus expert. J'ai essayé de le faire par le passé, et en fait, ça m'a apporté que des problèmes. Pourquoi ? Parce que j'avais affaire à des artistes. Je pense notamment à des profils créa qui étaient extrêmement bons dans ce qu'ils faisaient. Le problème, c'est que ils avaient oublié l'écoute et la communication. Ce qui fait que j'étais toujours obligé de les relancer, j'avais pas de visibilité sur leur travail, les deadlines n'étaient pas respectés. Alors oui, le travail était trop stylé et j'en suis hyper content et il y a encore des trucs que je garde aujourd'hui. Mais le truc, c'est que j'étais dans le stress permanent de me dire mais putain, est-ce qu'il va me claquer, il va pas me livrer ce pourquoi je l'ai payé, je suis toujours obligé de le relancer, j'ai pas de visibilité, est-ce qu'on va être dans les bons timings pour communiquer sur tel et tel sujet, etc. Et donc c'était horrible. Ça a beau être les meilleurs dans leur domaine et dans leur domaine d'expertise et de compétences, j'ai pas du tout envie de rebosser avec ces gens-là. C'est des gens malheureusement que je peux pas recommander aujourd'hui. Et donc moi, encore une fois, je cherche pas à bosser avec les meilleurs, je cherche à bosser avec les personnes qui vont faire le moins de conneries possible pendant la mission. Et surtout, avec des gens qui seront là du début à la fin, qui auront une attitude professionnelle, qui vont itérer, qui vont communiquer, voire surcommuniquer, qui vont donner de la visibilité sur les projets, etc. Pourquoi ? Parce que selon moi, c'est normal de rassurer le client. C'est normal de communiquer, c'est normal de passer du temps à écouter le client, parce que c'est le principe même du consultant. Et celles et ceux qui comprennent pas ça, honnêtement, lâchez la prestation de service et faites autre chose. Retournez dans le salariat ou, je sais pas, montez un e-commerce, ou faites du dropshipping, ce que vous voulez, mais en fait, c'est ça le principe du consultant, c'est pas juste de délivrer. Et donc, quand j'entends parfois certaines personnes qui me disent, ou qui disent sur les réseaux sociaux, quand un client vous pose des questions, vous demande trop votre temps, dégagez ce client parce que c'est pas un bon client, un client qui est sur votre dos, c'est pas un bon client. La réalité, c'est que le problème, c'est pas le client. Le problème, c'est vous qui lui avez pas donné assez de visibilité. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont matrixés par ce qu'ils lisent partout sur Internet, par des gens qui s'improvisent formateurs pour freelance, mais qui n'ont jamais signé plus de, 30 ou 50 000 euros de mission et qui disent « Ok, j'ai signé 2-3 missions et maintenant je vais pouvoir donner des conseils un peu inspirationnels. » Le problème, c'est que tous les gens qui suivent ces conseils-là, littéralement, vont droit dans le mur. Et c'est un bon exemple. Dégagez un client qui vous demande souvent où ça en est, etc. Mais c'est le pire truc que vous pouvez entendre. Et pourtant, je l'entends. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui sort juste de mon cerveau. Parce que le problème, c'est pas le client, c'est vous. C'est vous qui n'êtes pas capable d'avoir bien communiqué sur vos prestations. Donc encore une fois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça sert à rien d'aller chercher l'expertise. Une fois que vous en savez suffisamment et un peu plus que vos clients, arrêtez d'aller chercher les 5% en plus qui vous feront passer dans la catégorie vraiment ultra expert. Bossez sur les compétences connexes, notamment les compétences business, sur votre écoute active, comment je pose des bonnes questions, comment je bosse mon expérience client. Je vous parlais des petites attentions, la partie onboarding, etc. Travaillez plutôt ces sujets-là, travaillez plutôt des sujets de gestion de projet, d'organisation, plutôt que d'aller absolument chercher la micro-compétence qui va faire la différence, parce que votre client, la réalité, c'est que entre quelqu'un de très bon et quelqu'un de très
très bon, le client le verra pas parce que lui-même a pas la compétence. C'est pour ça qu'il fait appel à vous. Donc en fait, perdez pas de temps là-dessus et travaillez plutôt d'autres sujets sur votre communication, sur votre écoute active. Allez vous former d'un point de vue business plus que d'un point de vue compétence. Selon moi, c'est extrêmement important et c'est ce qui fait littéralement la différence avec des bons freelances qu'on a envie de recommander, avec qui on a envie de travailler sur le long terme, etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les mémos. Donc on a vu la partie Brain Trust, groupe de responsabilité. On a vu la partie impertinence utile, soyez impertinent avec vos clients. Et puis le troisième partie sur les plus experts sont de mauvais freelance. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le mémo de la semaine. Et on passe tout de suite à la dernière partie dans mes notes avec 2 petites recommandations. La première recommandation, c'est le mot du jour. Le mot du jour, c'est le tsundoku. Alors je suis sûr, j'allais vous demander, est-ce que vous savez ce qu'est le tsundoku? Le truc c'est que vous pouvez pas me répondre. Mais il y a de fortes chances, en tout cas moi je connaissais pas le terme. Le tsundoku, ça vient, comme vous en doutez, du japonais. Et j'ai vu ça sur un post LinkedIn de Simon KV, je sais plus comment on le dit, qui faisait un petit post là-dessus et j'avais trouvé ça intéressant. Donc en gros le tsundoku, ça fait référence à la manie d'acquérir sans cesse de nouveaux livres dans l'attente de les lire un jour. Il prenait 3 exemples que je trouvais assez intéressants. George Lucas qui a créé tout l'univers Star Wars entre autres, il aurait 27 000 livres dans sa bibliothèque. Karl Lagerfeld, il en avait 300 000. Et apparemment, un des types qui en a le plus s'appelle Anke Godoy, qui en a plus d'1 million. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je dois avoir, je sais pas, peut-être 700, 800 livres. Et ça me paraît déjà mais monstrueux. 27 000 livres, mais en fait, il me faudrait un appart entier, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans son post, Simon disait, en fait, on reproche toujours la même chose à ces gens-là qui sont atteints du tsundoku, c'est d'être des faux intellectuels qui collectionnent les livres pour paraître intelligents, mais en gros qui prennent jamais le temps de les lire. Et en fait, moi, ça m'a un peu questionné parce que, bien évidemment, j'ai beaucoup plus de livres dans ma bibliothèque qui ne sont pas lus que de livres lus. Et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que selon moi, et ça tombe bien parce que je suis pas le seul à le penser, mais le but d'une bibliothèque, c'est pas d'avoir seulement des livres qu'on a lus, c'est aussi d'avoir des livres qu'on n'a pas lus. Pourquoi? Parce que je me dis, quand j'ai une diversité de bouquins à portée de main, eh bien ça me permet de les utiliser quand j'en ai besoin. Me dire, ah tiens, vas-y, j'ai cette problématique-là, plutôt que d'aller faire des recherches sur Internet, j'ai ce livre-là dans ma bibliothèque et je peux aller choper. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, je trouve que c'est toujours cool d'avoir le choix sur quoi lire à quel moment. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets en fonction de mes enjeux, de mes problématiques, mais aussi en fonction de mes envies, notamment sur des romans, etc., de mon humeur, mon mood. En fait, il y a plein de livres que j'achète à un moment donné parce que je le trouve cool, mais que j'ai pas envie de lire sur le moment, en fait. Et vice versa. Donc c'est cool de se dire, en fait, je me mets devant ma bibliothèque, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire ce soir? Et ça, je trouve ça très très cool. Et il y a Nassim Nicolas Taleb, donc qui a écrit, qui est l'auteur, un auteur très très connu, qui est un ancien statisticien, pas facile à dire, mais qui est aussi un auteur très célèbre, qui a notamment écrit Le Cygne Noir et Antifragile, que vous connaissez probablement. Et selon lui, une bibliothèque devrait inclure plus de livres qu'on n'a jamais ouverts que de livres qu'on a lus. Et il appelle ça, toujours dans son concept antifragile, machin, il appelle ça l'anti-bibliothèque, et je trouve ça marrant. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, rassurez-vous, si vous êtes comme moi un acheteur compulsif de bouquins, faut savoir un truc, il y a peu de sujets sur lesquels j'ai un budget limité, les livres en font partie. J'ai budget illimité sur les livres. Et donc parfois j'ai des livres de collection, parfois des trucs sur lesquels j'investis et tout, mais je regarde jamais le prix du bouquin, quoi. Ce qui est assez, c'est un peu ma règle d'or à moi. Pourquoi? Parce que et donc je suis un acheteur un peu compulsif. Globalement, quand je rentre dans une librairie, c'est très rare que je reparte pas avec au moins un livre. Donc à chaque fois que je vais dans des nouvelles villes, un des spots que je fais, c'est les plus belles librairies de la ville. Donc forcément, je repars toujours avec quelques bouquins. Et pourquoi est-ce que ça me parle? Parce que selon moi, le meilleur de la connaissance, ça se trouve dans les bouquins, vraiment. J'insiste là-dessus. Et selon moi, c'est vraiment une thèse personnelle. Personne ne pourra devenir meilleur d'un point de vue personnel et professionnel si vous ne lisez pas. Ça, en plus de découvrir plein d'histoires, de réflexions hyper intéressantes. Ça permet aussi de développer votre concentration, votre capacité d'attention, votre routine, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et les meilleures idées, elles sont intemporelles. Et quoi de plus intemporel qu'un livre? Un livre a souvent eu à tester l'épreuve du temps. Et donc, un livre qui était vrai il y a 10 ou 15 ans, les principes sont souvent, généralement, même d'un point de vue business, encore vrais aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des ajustements à faire, mais toujours intéressant de revenir sur les principes fondamentaux plutôt que d'aller chercher des petits hacks. Et le dernier truc, c'est que, ça c'est un conseil que je peux vous donner, souvent on critique beaucoup les livres américains. Parce qu'on dit, ouais, mais les livres américains, la thèse, elle tient sur 2 lignes, le reste c'est que du blabla, machin, etc. Mais en fait, c'est le blabla qui est vachement intéressant. Parce qu'évidemment, les
Les concepts, oui, vous pouvez facilement les trouver. Vous demandez à ChatGPT de vous résumer un bouquin, il vous donne le résumé du bouquin, mais en fait, tu lis pas un livre pour juste avoir le concept. Tu lis un livre pour réfléchir au concept appliqué dans différentes situations. Et les bons auteurs arrivent à le faire. C'est-à-dire que le concept, vous le comprenez rapidement dès les premières pages, mais ensuite l'idée, elle est répétée et elle est transmise à travers différentes histoires, dans des contextes économiques différents, dans des expériences différentes, etc. Et en fait, c'est ça qui est vachement intéressant. Parce que moi, je dis plutôt les bouquins pour les histoires que les concepts, parce que les concepts, je peux facilement les trouver sur Internet. Les histoires, j'ai plein d'histoires, d'anecdotes, etc., qui sont notées dans mon Evernote, qui viennent de bouquins beaucoup plus que de podcasts, beaucoup plus que de contenu que je peux lire sur Internet. Peut-être que les articles de blog sont encore différents, mais globalement, ça reste de l'écrit. Et puis, c'est aussi un puits d'idées sans fin pour votre création de contenu. Moi, clairement, je tire beaucoup d'idées, de concepts et autres des bouquins et des lectures que je fais. La preuve, je vous ai parlé de Pixar, j'ai vu ça dans Creativity Inc., qui est un bouquin où l'auteur, Ed Catmull, qui est un des fondateurs, a passé des années à conceptualiser et à encapsuler toutes ses connaissances sur la création de Pixar dans un seul et même bouquin. Ça permet d'aller à la source plutôt que d'écouter des vidéos, des podcasts qui parlent de Pixar. Voilà pourquoi ce mot-là me parlait, le Tsundoku. Donc, si vous êtes atteint du Tsundoku, pas de panique. On est ensemble, les amis. On est ensemble. Partageons nos bibliothèques. Le deuxième, un peu le livre de la semaine que je voulais vous partager. Alors, j'ai plus le nom en français, je suis désolé. En anglais, il s'appelle Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard. Donc, Yvon Chouinard a créé une entreprise que vous connaissez probablement qui s'appelle Patagonia, qui fait beaucoup de vêtements et de matériel technique pour l'outdoor, donc de l'escalade, du ski, de la rando, peu importe. Donc Patagonia, c'est une boîte américaine qui a été créée en 1978 par un Français, Yvon Chouinard. Pour vous donner 2-3 chiffres, aujourd'hui c'est un chiffre d'affaires, c'est une boîte qui fait à peu près 1,5 milliard de dollars de CA. Et c'est une boîte qui est très engagée d'un point de vue social et environnemental. Par exemple, ils ont déjà reversé, je crois, plus de 80 millions d'euros à diverses fondations. Et surtout, je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé le One Person for the Planet que beaucoup d'entreprises ont rejoint depuis, mais c'est l'idée de se dire, on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires à un projet à impact social, environnemental, économique, etc. Et donc, eux, ils l'ont rejoint en 1985, donc depuis plus de 40 ans, 40 ans, à peu près, un peu moins, 39, et bien chaque année, 1% de leur CA est reversé pour des causes environnementales. Donc, boîte qui est souvent mise sur le devant de la scène, par leur pratique aussi managériale en interne, il y a plein de trucs. Et le livre est une sorte de manifeste, donc qui explique à la fois l'histoire de Patagonia, mais aussi le manifeste sur les règles de gouvernance de l'entreprise. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ce qu'il raconte dans l'introduction notamment, c'est qu'il dit chaque employé qui rejoint Patagonia se voit offrir ce livre-là qui permet de comprendre la vision de l'entreprise, le développement de l'entreprise et de son manifeste. Donc, je trouve ça assez stylé. Je me dis, je ne sais pas si un jour j'ai un peu plus de personnes qui bossent sur le projet, de me dire j'ai un petit manifeste que j'envoie un peu en onboarding. Je trouve ça cool. Encore une fois, soigner l'expérience client. Moi, je me dis, ça pourrait être trop stylé si un freelance qui bosse avec moi me dit, voilà mon manifeste qui fait 3-4 pages, et voilà mon manifeste sur ma vision business que vous envoyez à vos clients par courrier en mode un peu relié, stylé. Ça n'a pas besoin de faire 50 pages, ça peut faire 10 pages. Je trouve que c'est stylé comme attention. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre-là ? Parce que je suis revenu un peu sur mes notes et je me suis noté, comme d'hab, 2-3 citations que je vais essayer de vous commenter. Donc la première, et ça tombe bien parce que ça regroupe un peu ce que je disais sur la partie expertise juste avant sur le mémo. Mais en gros, il dit, donc Yvon Chouinard prend la parole et il dit « Je me suis toujours considéré comme un 80%iste. J'aime me lancer passionnément dans un sport ou une activité jusqu'à atteindre environ 80% de sa compétence. Aller au-delà nécessite une obsession et un degré de spécialisation qui ne m'attire pas. Une fois que j'atteins ce niveau de 80%, j'aime partir faire quelque chose de complètement différent. Cela explique probablement la diversité de la gamme de produits Patagonia et pourquoi nos vêtements polyvalents et multifacettes sont les plus réussis. » C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aussi important pour vous de travailler d'autres forces. Donc par exemple, dans mon cas, quand je vendais de la presta en copywriting, une fois que j'avais compris comment faire de la bonne copie, je suis pas allé me prendre la énième formation pour faire du copywriting. Non, je me suis formé sur l'art d'interviewer. Comment est-ce que je peux aller chercher encore plus d'insight du côté de mes clients ou des clients de mes clients. Donc j'ai digué sur l'art de poser les bonnes questions. J'ai étudié des gens comme Oprah Winfrey, etc. qui
ce sont des masterclass en termes de questionnement. J'ai aussi développé d'autres compétences complémentaires, notamment sur la partie positionnement. J'ai développé mes propres matrices de positionnement, ma propre méthodologie, etc. Et surtout, je suis allé développer la partie business. Puisque j'avais validé les 80% où je me disais, OK, j'ai validé les 80% de compétences métiers qu'il me faut pour développer largement un business freelance et le pousser déjà suffisamment loin. Maintenant, je vais aller bosser la partie business. La partie expérience client, la partie onboarding, la partie gestion de projet, la partie communication, etc. Donc ça, c'est extrêmement important de vous dire, ne tombez pas dans ce truc de l'expert, parce que c'est aussi de la procrastination active, parce que vous êtes dans votre zone de confort, et aller chercher 3-4%, c'est pas si difficile que ça pour vous, mais ça vous évite d'aller chercher des sujets sur lesquels vous n'êtes pas du tout à l'aise, où votre marge de progression sera plus élevée, mais il vous demandera aussi plus d'investissement. Donc ne tombez pas seulement sur la partie compétences, et je trouve ça vachement intéressant, de dire, ok, tiens, j'atteins ce niveau de 80%, il est vachement intéressant de se dire, je sais pas, par exemple, je vous prends l'exemple de la course, parce que c'est un peu une obsession que j'ai cette année, que j'ai commencé il y a à peu près 6 mois et que j'ai envie de développer cette année. Je me dis, une fois que je pense que j'aurai couru un marathon et peut-être fait un trail, je vais pas aller chercher l'ultra performance derrière, je vais aller chercher d'autres sujets. Par exemple, une fois que j'ai couru un semi, puis un marathon, franchement, j'ai pas forcément envie d'aller chercher l'ultra perf sur le marathon. Je pense que j'irai sur d'autres manières de courir, par exemple. Et donc, c'est un petit peu l'idée, je trouve, qui est intéressante à développer d'un point de vue business avec ce que nous dit Yvon Chouinard. Une autre idée qui questionne et qui est un peu plus philosophique, mais qui questionne un peu la trajectoire que vous avez envie de donner à votre business. Donc, il parle de Patagonia. Une entreprise qui veut fabriquer les vêtements de plein air de la meilleure qualité au monde peut-elle être de la taille de Nike ? Est-ce qu'un restaurant français de 10 tables et 3 étoiles peut-il conserver sa 3e étoile en ajoutant 50 tables ? Peut-on tout avoir ? Et ça, à titre personnel, ça me questionne énormément sur la trajectoire que je veux donner à Tribu 1D. Et aujourd'hui, de manière probablement inconsciente, mais j'ai plutôt une logique conservatrice, ce qui n'est pas forcément bien, attention. Mais de me dire, moi, ce qui m'excite presque plus aujourd'hui, c'est d'être un chef étoilé 3 étoiles plutôt que Phil Knight qui a fondé Nike, en fait. Ce qui est intéressant parce que, encore une fois, il n'y a pas une seule manière de faire des choses, mais moi, c'est ce qui me touche le plus. Et donc, aujourd'hui, à ce stade-là, j'ai envie d'être ce chef étoilé. Mais est-ce que du coup, je dois sacrifier la croissance, le développement de l'équipe, le développement de nouveaux produits, etc. Ou bien je devrais me dire, en fait, je me consacre exclusivement à ce que je fais et je le fais encore mieux que ce que je le fais aujourd'hui. Plutôt que de me développer en prenant le risque de perdre en qualité, en devenant plus gros, en devenant en sortant un peu de le prestige que par exemple pouvait avoir un resto. Donc en fait c'est une réflexion sur laquelle j'ai pas encore statué et je pense que c'est une réflexion sans fin et qu'on peut se reposer tous les ans. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai lu ça la première fois, je pense que j'ai lu ça il y a... Je sais pas quand est-ce que j'ai lu ce livre-là, je pense qu'il y a 2-3 ans. Vous voyez, j'avais noté ça et je l'avais surligné. Comme quoi c'est encore un truc qui me travaille aujourd'hui. Mais je trouve ça intéressant de se dire à quoi vous voulez ressembler. Et en fait, je trouve que l'écart est tellement énorme entre un chef 3 étoiles et puis une boîte comme Nike que je trouve ça intéressant de la penser à l'échelle de son propre business et de vous dire c'est qu'est-ce qui vous excite le plus, qu'est-ce qui vous attire le plus, parce que ça va conditionner aussi certains choix que vous allez faire, certaines prises de risques que vous allez avoir, certaines logiques de diversification ou pas, à quel moment vous le faites, etc. Bref, je trouve ça assez intéressant d'avoir cette réflexion-là. Et enfin, le dernier point, et c'est aussi, je finis là-dessus, je pense que c'est aussi important, en réfléchissant à cette question-là, ça vous aide aussi à comprendre qu'est-ce qui fait votre force, qu'est-ce qui fait votre différenciation marché aussi, notamment si vous êtes sur un marché complexe ou un marché très concurrentiel, c'est de vous dire comment est-ce que je me différencie ? C'est quoi, au-delà de vos compétences métiers, qu'est-ce qui va vous différencier d'un point de vue vision, d'un point de vue branding, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue discours, d'un point de vue manifeste. Je trouve ça intéressant parce que du coup, vous n'avez pas du tout les mêmes éléments de langage quand vous êtes un Nike que quand vous êtes un chef étoilé. Ou quand vous êtes un Patagonia et que vous êtes un Nike, ils sont sur le même marché, mais ils n'ont pas du tout la même vision business. Pourtant, la finalité, c'est que ils font tous des pulls, des t-shirts et des pantalons, quoi. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant de vous questionner sur qu'est-ce qui fait votre différenciation d'un point de vue approche, vision business, résolution de problèmes, etc. Et enfin, du coup, le dernier point, j'aime beaucoup ce que moi j'appelle l'approche buffet. Donc, il parle des produits chez Patagonia. Puisque la fonctionnalité est primordiale chez Patagonia, nous évitons l'approche buffet. Nous ne copions pas systématiquement les styles les plus populaires de nos concurrents pour finir avec 20 pantalons de ski fonctionnellement identiques.
Et il continue un peu plus tard en disant « Un supermarché peut proposer 4 marques de sel de table, mais un petit magasin de pêche à la mouche ne peut se permettre de proposer 4 ou 5 marques de canne à mouche. Il vaut mieux s'engager envers quelques marques en lesquelles vous croyez et être connu pour avoir ces marques en stock. » Moi, ça m'a fait penser à un truc. C'est que l'approche buffet, donc c'est de se dire en fait de copier ce qui marche sur des gens qui sont plus gros. Donc dans le cas de Patagonia, de copier ce qui marche chez Nike et de répliquer la même chose, c'est-à-dire avoir 20 pantalons de ski fonctionnellement identiques avec des sous-marques, etc. En fait en freelance et dans nos business respectifs, en fait c'est l'approche buffet, c'est de se dire il faut surtout pas reproduire ça en freelance. Et donc ça passe par quoi? Ça passe notamment par la diversification. Pourquoi? Parce que la diversification, selon moi, c'est très 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 souvent un piège dans lequel on tend naturellement, parce qu'on se dit ah putain je suis sur une bonne courbe de croissance, vas-y je vais me diversifier, je vais créer des nouvelles lignes de revenus, je vais faire de la récurrence, je vais prendre un produit scalable, etc. Le truc c'est que la plupart du temps en fait la diversification, soit elle est inutile, parce qu'en fait ça défocus votre cœur de métier et votre offre principale, alors que multiplier et vendre plus cette offre principale là vous fera gagner in fine beaucoup plus d'argent. Ça vous défocus, ça vous fatigue, et ça vous demande beaucoup plus d'énergie parce que, en fait, qui dit d'autres produits, d'autres sources de revenus, dit potentiellement un autre type de clientèle, un autre argumentaire, un autre discours commercial, une autre mise en pratique, une autre exécution, etc. Et donc, en fait, vous démultipliez votre temps sur une semaine plutôt que d'être focalisé sur une ou deux offres pour une ou deux problématiques bien précises, pour un ou deux clients bien précis. Et ça, souvent, la diversification, elle est liée à deux choses. Donc je disais, ce truc on fait de la croissance, on se dit vas-y, rien ne nous arrête et en fait on prend confiance. Mais ça vient aussi de deux autres trucs. Le premier, c'est parce qu'on se dit il y a deux clients qui nous demandent un autre truc, qui veulent avoir plus de coaching plutôt qu'avoir des prestataires, et donc on se dit ah ok c'est une trop bonne idée, alors qu'en fait il y a que deux clients qui vous ont demandé ça un peu en mode random. Donc attention à ça. Et puis le deuxième truc, c'est de regarder un peu les autres, ce que d'autres freelances font, et vous dites les autres freelances font ça, pourquoi moi je ferais pas ça? Et encore une fois, c'est pas parce que votre concurrent fait ça que c'est forcément une bonne idée. Encore une fois, ne jugez pas l'intérieur de votre business et vos réflexions profondes avec l'extérieur d'un business que vous voyez ailleurs, dans lequel la personne doit bosser son marketing et raconte ce qu'elle veut pour pouvoir vendre et se diversifier. Donc selon moi, quand vous faites de la prestation de service, la diversification, c'est souvent un piège. Et c'est pour ça que moi, je force les personnes que j'accompagne à avoir 1 à 3 offres de service max pour le même type de clientèle, avec des niveaux de maturité probablement différents, mais il faut surtout pas que ces offres-là soient drastiquement différentes. J'aime bien dire qu'elles sont généralement complémentaires. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait presque suivre tout le parcours, pas obligatoire, mais c'est possible, mais qu'en tout cas, chaque offre puisse piocher dans d'autres réflexions, d'autres processus, d'autres compétences que vous avez développées par ailleurs. Donc ça, c'est important. Et je trouvais ça intéressant de se dire, en fait, ouais, quand vous êtes un supermarché, quand vous avez une équipe et quand vous êtes par exemple une agence, avec une grosse équipe, bien évidemment que vous pouvez avoir 4 marques de sel et bien évidemment que vous pouvez avoir 4 offres de services différentes j'accompagne des e-commerce, j'accompagne des startups et puis j'accompagne des CEO d'entreprise. Bien évidemment, vous pouvez le faire. Mais quand vous êtes tout petit et que vous êtes un petit magasin, concentrez-vous sur 1-2 marques que vous pouvez ultra recommander dans le cas d'un magasin, et donc vous concentrez-vous sur 1 ou 2 offres de services sur lesquelles vous avez des résultats et sur lesquelles vous avez rodé votre discours commercial, et aller chercher plus de clients sur cette problématique-là. Cherchez pas à étendre et à diversifier votre stock d'offres de services. Donc voilà, c'était un petit peu les idées que j'avais à vous partager sur ce livre-là, qui est très très sympa, qui est pas très long, qui doit faire 200 pages, 220 pages, et qui est très très bien et qui existe en français. Avant de conclure, parce que ça m'a été demandé par notamment Diane et je crois que c'est Simon sur Instagram, j'espère que je me trompe pas, qui m'ont demandé mais tu lis des BD et tout, c'est quoi un peu les BD que t'as en cours? Du coup, je vous partage les 3 BD que je suis en train de lire aujourd'hui. J'ai toujours 2-3 trucs en même temps sur les BD. Je suis en train de lire un manga sur la vie d'Okusai. Okusai, vous connaissez forcément la vague d'Okusai, qui est un tableau hyper connu. Et donc en fait, c'est un gros pavé. Ça doit faire 800 pages. Après, c'est du manga. Donc, ça a été écrit par, je l'ai juste à côté de moi, Shotaro. Et donc c'est sur toute la vie d'Okusai. Donc c'est assez marrant, c'est assez marrant, non, c'est pas marrant, mais il se trouvait que il aimait les jeunes filles, et donc ça crée des situations un peu border dans le bouquin. On se dit que c'était quand même pas la même époque. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que son style a évolué aussi. Pendant longtemps, il était sous un autre nom que Okusai, comment il a évolué. Et c'est marrant, ça m'a fait faire le parallèle avec la biographie de Tiger Woods, où alors que Tiger Woods est au sommet de son art, décide de revoir tout son swing, de revoir tout son plan d'entraînement, de changer d'entraîneur, etc. Alors qu'en vrai,
personne n'aurait fait ce choix-là. Et c'est intéressant de voir que Hokusai avait fait ça aussi. Il était très connu avec un pseudo, il s'est dit en fait je veux changer de style, je veux me recréer une nouvelle réputation, etc. Et donc je recommence de zéro. Donc c'est intéressant, je l'ai pas encore fini, mais je suis en train de lire ça. Et après je lis 2 autres trucs, un truc de SF qui s'appelle Space Relic Hunters, qui est une BD très sympa, que j'aime beaucoup, que j'ai terminé, qui est très sympa, et la masterclass que je suis en train de lire, mais ça va pas plaire à tout le monde, qui s'appelle Evangelion. Donc Evangelion, c'est un peu le délire des Gundam, vous savez, les robots japonais, slash les entités pseudo-intelligentes avec de l'intelligence artificielle, etc. Et donc Evangelion, qui est une série ultra connue, et donc ils sont sortis ce qu'ils appellent la Perfect Edition, qui sont des éditions un peu plus sympas, avec une couverture un peu cool et tout. Et donc il y a 8 tomes, j'en suis au 6e, je crois. Donc c'est des assez gros tomes, donc ça prend un peu de temps, mais c'est une masterclass pour ceux qui aiment la SF, le côté japonais, un peu robot, mecha, etc. C'est très très sympa. Voilà ce que je lis un petit peu côté BD. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cet épisode. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.